Toxin, 7h30, 9h30, Nicolas Vidal. Bonjour Gaël Brustier. Bonjour, merci de me recevoir d'abord. Merci à vous et merci d'avoir écrit ce livre extrêmement intéressant avec lequel on se bat et on doit faire agiter nos neurones, en tout cas, les analphabètes du pouvoir. Alors vous êtes politologue, essayiste et conseiller politique et je le disais, vous venez de publier Les analphabètes du pouvoir aux très bonnes éditions du Cerf. Donc, je recommande aux téléspectateurs d'aller quand même jeter et fouiller dans cette très, très bonne maison d'édition. Gaël Brustier, merci d'être là ce matin pour ce grand entretien sur Toxin. Première réflexion quand j'ai lu ce livre, c'est que j'ai l'impression que vous êtes un politologue déçu, finalement, qui a eu besoin de trouver la clé pour déverrouiller ce qui est en train de nous arriver politiquement. Oui, exactement. Je crois que quand on était passionné par la politique dans les années 90, 2000 et encore un peu 2010, ça se terminait. Oui. On vit avec une certaine souffrance de voir son objet se détériorer devant soi et de ne plus pouvoir vraiment le commenter. Les débats tournent à vide, les soirées électorales deviennent inintéressantes, on ne comprend pas vraiment qui sont les acteurs du débat politique, donc ils sont tous interchangeables, ils passent d'un parti à l'autre, ils font des recrutements par CV, et on se dit, l'objet de la politique, la définition pour une nation du temps long, a été broyée en fait par une machine hyper individualiste à immédiateté, voilà, qui surjoue d'ailleurs des enjeux, fait des polémiques incessantes pour camoufler qu'en fait vous avez un vide au sommet de l'État que ça fait toujours penser à dans le film de Bertolucci, vous savez, quand Pouilly, qui n'a plus aucun pouvoir, essaye de s'échapper de son palais et qui découvre qu'en fait, à l'extérieur, un autre monde s'est installé et qui fait boire l'encre à son grand chambellan pour dire, vous voyez, j'ai encore du pouvoir. Eux, c'est à peu près pareil, en fait. Et ouais, c'est une réflexion extrêmement intéressante. Alors, on le dit tout de même parce que vous êtes conseiller politique, vous connaissez énormément d'hommes politiques, donc vous avez quand même une vision assez profonde de ce qui se passe, de ce qui se trame dans le milieu politique de ce pays. Et c'est assez déroutant quand on vous lit, parce qu'effectivement, cette méconnaissance du temps long, ou du moins, est-ce que c'est une méconnaissance, Gaël Brustier, ou est-ce que c'est un déni aussi, ou est-ce que c'est un affaiblissement aussi culturel, je ne sais pas. Comment vous l'analysez, vous, avec votre expérience ? Bon, il y a eu la montée d'une génération qui ne pensait ni à hier ni à demain, mais qui pensait à la minute présente. Ouais. Donc ça s'est accéléré avec Sarkozy, ça s'est accéléré aussi avec un certain nombre de formations supérieures, où il fallait être un esprit très libre en fait pour concevoir le monde à la fois dans ses rapports de force, dans sa durée, dans le temps long, c'est-à-dire et sans passer son temps à faire des accusations à autrui, parce qu'on se trouve une idéologie de mode tous les 2 jours pour essayer de pallier une polémique nouvelle pour essayer de pallier son vide intellectuel, spirituel, existentiel. Alors ça, c'est intéressant. Alors on ne peut pas en parler dans ce livre, s'exonérer d'oublier parler du Père Joseph. Alors je pense que on ne connaît pas tous le Père Joseph. Pourquoi avoir développé ce livre-là autour de la figure du Père Joseph Gaël Brustier ? Parce que le Père Joseph, c'est l'anticarrière, en fait. C'est un noble qui peut avoir une carrière des armes. D'ailleurs, il en a à un moment donné. Mais il choisit de devenir capucin, c'est-à-dire la frange des franciscains très populaire et réformée, proche des pauvres. Et il vit à la fois avec les pauvres pieds nus dans ses sandales, parcourant les rues de Paris. Et en même temps, il est reçu par tous les grands de ce monde, surtout par Richelieu, le roi. Ils écoutent ses conseils, parce que c'est un érudit. C'est aussi un grand mystique. C'est-à-dire que la politique et la spiritualité ne s'opposent pas chez lui, d'ailleurs chez Richelieu non plus, qui était un grand mystique aussi. Et c'est une période où on projette on sait que le pays est mortel, qu'il y a un risque, et que donc il faut faire, c'est la raison d'État, on en pense qu'on en veut, mais il faut lui assurer une pérennité, mais que de toute façon on est porté jusque dans l'au-delà par la vie éternelle. Donc il y a un balancement entre les deux qui donne une force extrême en fait. J'ai pris le Père Joseph, j'aurais pu prendre Marco d'Aviano, qui était l'ami autre capucin qui a donné le nom au cappuccino d'ailleurs, et qui était un bienheureux de l'Église, qui était aussi un grand politique, un confesseur de l'empereur Léopold, et vainqueur, soulever les foules quand le siège, au moment du siège au moment du siège de Vienne. Donc il a réputé avoir sauvé Vienne. Donc ce sont des figures qui étaient très très populaires au XVIIe siècle notamment, où les gens étaient dans le tyranne,
capucins, mais ça donnait une profondeur. On a toujours l'impression qu'ils avaient que des rubans et des perruques à l'époque, mais non, il y avait une vraie profondeur intellectuelle, et une vraie charité aussi, dans la mesure où Père Joseph, les capucins, pendant les pestes, c'était eux qui allaient s'occuper des malades, hein, avec tous les risques que ça comporte. Effectivement, c'est intéressant parce que j'ai quand même l'impression que par rapport à cette figure que vous mettez en exergue, elle est extrêmement intéressante. Aujourd'hui en politique, et on va en parler dans cet entretien, il n'y a plus de Père Joseph, aussi bien sur la charité et la bienveillance et la compassion pour une population, un peuple, que notamment, pour vous le dites exactement, le Père Joseph incarne l'anti-carrière. J'ai pas l'impression aujourd'hui que nous avons un Père Joseph, et encore moins deux, dans la classe politique dans son ensemble, bien entendu. Non, parce que, je vous dis, le CV, faire une expérience en politique, puis retourner dans le privé, puis faire encore autre chose, ça prime sur l'intérêt général et sur le sens de l'histoire. Pour une raison assez bête, je dirais, c'est que les leviers du politique sont tous grippés, que le carcan dans lequel nous nous sommes enfermés au niveau international, européen, etc., joue à fond, et que l'occupation des politiques aujourd'hui, vraiment depuis le mandat de Hollande d'ailleurs aussi, ça a été d'occuper tel poste. Donc on fait de la politique en nommant des gens, puis on les dénomme, et puis ensuite on va en chercher d'autres, et donc c'est une espèce de grand bonneteau qui n'implique pas beaucoup ni les idées ni l'intérêt du citoyen. D'ailleurs, on le voit avec le remaniement qui a mis pratiquement plus d'un mois, avec Emmanuel Macron qui a fait revenir Nicole Belloubet, bien entendu, ministre de l'Éducation nationale. Donc on voit quand même que c'est l'exemple parfait qui illustre ce que vous êtes en train de dire là-dessus. Mais il y a une question qui est intéressante là-dessus. Après, on parlera de la révolution spirituelle dont vous appelez de vos voeux, parce que je pense que c'est extrêmement important aussi qu'on en parle. Il y a tellement de thèmes dans ce livre. Vraiment, lisez-le, chers téléspectateurs. Les analphabètes du pouvoir, c'est un livre qui se lit vite, mais qui est exigeant, qui est dense, mais qui est vraiment passionnant. Il y a quand même... C'est cette question-là de la manque de vision du temps long. Est-ce que vous mettriez ça sur le compte aussi? C'est une question moi qui m'obsède, pour ne rien vous cacher, Gaël Bressier. Est-ce que vous mettriez ça aussi sur l'effondrement, l'avachissement ou l'effondrement d'une culture, d'une portée intellectuelle aussi de notre nouvelle classe politique? Vous avez parlé des intérêts privés, il y a aussi ça aussi, vous avez parlé du cadre européen, mais est-ce que finalement, au fond, notre classe politique s'est-elle effondrée, même culturellement, ce qui voudrait dire que le Père Joseph, ils ne le connaissent pas, et que l'ambition pour la France, avec un peu teintée d'un peu de charité, eh ben, ça a disparu parce que peut-être que les intérêts privés ont supplanté tout ça. Les intérêts individuels, les intérêts privés, ça fait un peu les grandes entreprises qui dirigent. Je crois que les entreprises n'ont plus grand-chose à faire des politiques. Ça devient sauf à placer leurs femmes au ministère de l'Éducation nationale ou des Sports. Mais sinon, non, je crois qu'il n'y a plus d'intérêt pour la politique. Ils font pression, il y a des groupes qui font pression un peu de manière idéologique, mais enfin tout ça est très relatif par rapport au temps ancien. Et il y a surtout une évolution qui est l'évolution aussi de la société. C'est assez triste de voir qu'il faut se mettre en scène sur TikTok en permanence, ou sur je sais pas quoi, et avoir l'air le plus heureux possible alors qu'on a tous les malheurs du monde. Ça, c'est une évolution. C'est la mise en scène de soi dénonçant l'autre. Alors ça, c'est le plus c'est larmoyant, le plus c'est provocateur, le plus c'est, mais dans la facilité toujours. Il faut quand même toujours condamner quelqu'un, etc., etc. Alors il y a la figure du boomer. Une figure inventée en Nouvelle-Zélande qui ne correspond à rien, mais autant des jeunes de droite. D'ailleurs, vous avez un passage là-dessus, sur le boomer, Gaël Bressier. Oui, je pense que d'abord, le boomer, il a eu pas mal de mérite et les générations qui l'ont précédé de faire la France. Alors on explique que c'était jouir sans entrave. Tout d'un coup, on découvre que mai 68 avait des défauts. Oui, mais enfin tous les boomers n'ont pas été, à mon sens, d'horribles satrapes, jouissant des autres. Mais c'est une figure mythique qu'on utilise pour disqualifier. Un jour, le type qui a une voiture diesel, une autre fois, tel vieil acteur qui s'est mal comporté sans doute, etc. Une autre fois, il y a toujours un monstre en fait qu'on sort du placard, et alors la machine à monstres fonctionne vraiment très efficacement. Et la disqualification de l'autre se fait par cet anathème boomer qui, j'insiste, d'abord, les explications de l'histoire, autrement qu'en termes de rapport de force et en termes de génération, c'est une vision qui n'a jamais bien fait ses preuves. Alors, la lutte des classes a ses défauts comme explication du monde,
mais elle a aussi une base matérielle. Donc, le boomer, non, le boomer, vous avez beaucoup de gens qui sont nés en 46, 47, 48, qui n'ont pas eu des vies extrêmement faciles, qui ont été à l'usine à 16 ans ou à 14 ans. Ça existe. Alors, si ce sont des boomers, bon voilà. À l'autre bout du monde, chez les puissants, je ne crois pas que le problème de Xi Jinping, Poutine ou je ne sais pas qui soit d'être des boomers. Je pense que ils représentent des intérêts nationaux dans un monde qui va vers la brutalisation et vers l'implosion. Mais voilà, tout ça, ce sont des grilles qui sont assez fausses et qui camouflent surtout vraiment une pauvreté historique, intellectuelle. Voilà, on est beaucoup plus préoccupé par l'histoire du tri des déchets, d'ailleurs, qui ne fonctionne plus dans beaucoup d'endroits, qui coûte trop cher, que par les rapports de force internationaux, et réaliser que l'Occident est en train de se rétrécir. Et comme disait Emmanuel Todd, c'est la défaite de l'Occident à bien des points de vue. Mais ça, ils n'en ont absolument pas conscience, parce que ça les effraie beaucoup trop. Et oui, et c'est pour ça que c'est intéressant, effectivement, cette grille de lecture que vous nous donnez. D'ailleurs, je voudrais aussi qu'on parle rapidement. Vous parlez de la classe politique là-dessus, mais est-ce qu'aussi, on parlait des boomers, bien entendu, mais aussi, on est touché, vous parlez notamment de la jeunesse, concrètement. Est-ce qu'il y a un effondrement aussi culturel de la jeunesse et plus largement de la société aussi, avec, qui a été mis avec, finalement, cet effondrement aussi de nos élites, parce que c'est tout un pays aujourd'hui qui n'a pas, ou en majorité, ou peut-être une grosse minorité, qui n'a pas conscience, vous l'avez dit, des enjeux internationaux et du chemin que nous sommes en train de prendre collectivement également, et qui est assez effrayant, enfin, c'est du moins ce que j'en pense. Bah, écoutez, je vois des jeunes qui alors, je suis peut-être réac et boomer, moi aussi un peu, mais qui coupent des routes, qui font des sketchs avec de la soupe sur des œuvres d'art, etc. etc. Mais il faut qu'ils se disent une chose, on n'a jamais autant consommé de charbon que cette année en Chine. Bon. Alors, s'ils veulent aller manifester devant la cité interdite, je les y invite vraiment. Et surtout que les Chinois ne nous les renvoient pas. Mais non, s'il y a une pauvreté intellectuelle, je ne suis même pas sûr qu'ils soient très bons en sciences nat. Ils croient parfois des choses aberrantes. On en sent des choses aberrantes sur que les tremblements de terre maintenant sont dus à l'homme. Bon, j'ai un peu de doute là-dessus. Enfin, ça devient complotiste même. Non, il y a une vraie. Et puis, les formes de militantisme sont très dommageables, je trouve, au débat public, puisque l'autre est attaqué dans son être. C'est-à-dire que si vous allez voir un film de Polanski devant le cinéma, on vous insulte. Si vous avez une opinion un peu divergente sur tel sujet, on ne discute pas votre opinion, mais vous êtes suspect de dérive, je ne sais pas quoi, droitière, fasciste, etc. etc. Donc l'anathème n'a jamais autant servi, la chasse aux sorcières n'a jamais autant fonctionné, mais maintenant on a laissé ouvrir la boîte de Pandore, c'est-à-dire que tout le monde s'en prend à tout le monde. Sauf dans les milieux, on va dire, normaux, où on s'intéresse un peu moins à tout ça. Mais ce qui est milieu, on va dire, urbain, politisé, ça devient très compliqué de discuter avec un militant qui tracte dans la rue. Hein. C'est un exercice assez marrant autrefois, même entre partis différents. Maintenant, ça devient très dangereux. Tout tourne à l'hystérie. Vous voyez, ce jeune homme qui était allé parler au président de la République au salon de l'agriculture il y a un an, et qui en perdait sa voix. Il y a des gens qui vont mourir, il y aura des gens en prison. Donc tout ça devient déraisonnable au possible. D'ailleurs, les services de sécurité sont un peu déconcertés parce qu'ils ne savent pas trop gérer ce genre de crise. Crise d'angoisse, mais il faut qu'ils le portent sur Instagram, à la télé, partout, et tout ça tourne. Effectivement, en décibels, on est très fort en France, mais en idées, on est de moins en moins fort. J'aimerais revenir avec vous sur cette idée de délégitimation, finalement, des idées discordantes. Est-ce que ça ne cache pas aussi, Gaël Bressier, l'incapacité de ce pays ou une certaine forme de gens à débattre? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a eu une société liquide, de plus en plus liquide, de plus en plus consumérisée, finalement, on refuse tout débat. C'est-à-dire que la grande conversation qui a fait les honneurs de ce pays a disparu parce qu'il n'y a plus d'arguments, il n'y a plus de construction, il n'y a plus de socle. Est-ce que c'est le cas ou pas, selon vous ?
Oui, il y a le délitement des partis politiques qui sont de moins en moins représentatifs de la population, mais aussi l'affaiblissement des syndicats, le fait que toute une partie de la presse, il faut dire les choses, s'enthousiasme pour des sujets mineurs, minoritaires, et ignore les grands sujets qui mériteraient des débats de fond. On a énormément de sujets où il faut préparer la société française à des grands changements et puis à débattre par la raison sur ce qu'on veut. Mais tout sujet est hystérisé, poussé à température de fusion. Il est très, 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 très compliqué aujourd'hui de développer une idée. Si elle est un peu complexe, elle n'intéresse personne. Elle n'intéresse pas grand monde. Enfin, dans les décideurs et le milieu un peu politico-médiatique, etc., non, il n'y a pas d'envie de débattre. Il n'y a aucune envie de débattre, par le fait qu'ils sont sûrement assez faibles sur le fond, souvent. Un peu feignant, il faut dire les choses, parce que c'est tout un milieu où on ne travaille plus énormément. C'est assez catastrophique. Est-ce que vous, alors donc, si je comprends bien, si je vous suis, c'est que vous avez constaté finalement une progression de l'aridité intellectuelle aussi dans le milieu politique, véritablement. Et est-ce que c'est dû à un manque de conviction, Gaël Brustier, ou est-ce que c'est dû à la fainéantise, ou peut-être une nouvelle fois aux désintérêts personnels? Est-ce que cette aridité a des raisons, a des changements, quoi? Oui, je crois d'abord que les idées ne leur sont plus. Ils pensent qu'elles leur sont plus utiles. Alors qu'en fait, la compréhension du monde, ils ne comprennent qu'une chose, c'est leur carrière personnelle, pas leur destin. Ils font carrière, ils accumulent des postes, ils se mettent en situation, comme ils disent, et puis ils ont effectivement effacé tout ce qui relevait du temps long, au-delà de leur carrière, de la nation, de la société. Tous ces grands concepts ne les intéressent plus, et ils ont des idées assez vite faites. Surtout, vous voyez, là, sur la fin de vie, vous avez des gens qui sortent comme dans un groupe, Aurore Berger, qui venait raconter un drame familial comme 66 millions de Français en connaissent, parce que nous sommes tous confrontés à ça à un moment donné, soit pour nous, soit pour nos proches. Mais il fallait que ce soit larmoyant, et ça faisait office, en fait, d'explication du sujet. Donc il y a un vrai appauvrissement intellectuel, un vrai appauvrissement de la philosophie politique de chacun. Et je constate quand même une chose, c'est qu'on avait beaucoup de défauts dans les partis politiques, mais qu'on écrivait des textes pour le parti politique, et on ne passait pas son temps à faire des pétitions contre les autres. Ça, la pétition est un drame français. Vous avez tous les 2 jours des gens qui s'improvisent soit poète, soit torero, soit je sais pas quoi, qui vous rédigent une lettre avec des très mal écrites en général, avec des formules à l'emporte-pièce, etc. Et ça sert à se situer, ça sert à se montrer, puisque l'image, aujourd'hui, domine tout. Donc il faut être sur Twitter. Vous avez un drame de la route. Imaginez une catastrophe routière épouvantable ou aérienne. Le premier truc que fait le politique, c'est de faire RIP, mes condoléances aux familles, qui en général sont très préoccupées par ce qui se passe sur Twitter quand ils perdent un gosse. Il y a un manque de dignité aussi, de recul. On n'a pas les idées à l'endroit, comme dirait l'autre. Il faut quand même prioriser ce qu'on doit faire dans une journée, qui n'est certainement pas d'essayer de capter le malheur des autres pour se mettre en scène, par exemple. Ce qui est un sport quotidien. Le drame de la pauvre agricultrice, une catastrophe de train, n'importe quoi. C'est surtout utilisé par des gens qui veulent mettre en avant leur image. C'est des gens qui passent leur vie, comme Trump d'ailleurs. Trump est un peu dans ce... Trump, à 5h du matin, il commence à tweeter. Ben, ils sont pareils. Il y a une Trumpisation de tous, de gauche, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Ils passent leur vie à ça, ils pensent que c'est agir. Général de Gaulle ne tweetait pas. Il écrivait des lettres toute la journée. Il travaillait peut-être pas au sens... mais il travaillait dans la mesure où il écrivait à la France entière. Mais là, ils en sont incapables. Quand je vous écoute, Gaël Brustier, merci d'être là vraiment ce matin. C'est passionnant, ce livre. Je vous invite vraiment à l'acheter si vous le pouvez. Je pensais notamment à la dernière campagne de Ségolène Royal où elle avait créé à Solferino, à l'époque où le PS avait encore Solferino, parce que depuis, ça a été bradé, vendu pour renflouer les caisses, parce que ça a été un plan social à eux seuls. Elle avait créé un bureau des idées 6 mois avant la présidentielle. Finalement, c'est assez intéressant. Bon, ça remonte un petit peu maintenant, mais une candidate à la présidentielle qui monte un bureau des idées 6 mois avant une présidentielle, ça dit beaucoup aussi, et ça corrobore ce que vous racontez, ce que vous expliquez, Gaël Brustier. Alors, il y avait le laboratoire des idées qui était fait par Christian Paul. Ça, c'était Aubry.
et qui fonctionnait pas mal. Il y avait pas mal de choses, mais il y avait encore une tradition très action catholique chez Aubry, aux fonctionnaires socialistes chez Paul, et donc l'affaire fonctionnait plutôt honorablement, plutôt pas mal, avec pas mal de boulot. Oui. Alors Ségolène Royal, ça a été votre parole. Je respecte la parole de tout le monde, donc je vous écoute. C'est vous qui allez faire le programme. Vous êtes les meilleurs experts de vos vies. Il y avait un petit côté participatif, ouais, très participatif, tous en rond. Mais j'aime bien quand Jean-François Kahn avait expliqué que son travail de journaliste, il disait un jour, je me suis trouvé au siège dans une bataille épouvantable, peut-être au Liban ou je sais pas où, et je ne voyais rien parce que j'étais pas le meilleur expert de la situation, puisqu'en fait les informations me venaient de l'extérieur, ce qui arrive en fait souvent dans ce genre de cas. Mais Ségolène Royal, c'était le participatif, c'était l'inauguration d'un participatif un peu gnangnan parfois, mais elle avait aussi des qualités dans sa campagne de parler de sujets qui concernaient les classes populaires. D'ailleurs, le premier tour, elle impose l'ordre juste dont tout le monde s'est moqué. Les autres disaient c'est juste de l'ordre. Oui, mais enfin, quand vous avez une société en désordre, mettre un peu d'ordre, c'est pas forcément mettre des flics partout, c'est avoir les idées claires et prioriser les grands sujets. Est-ce que notre société aussi, la société, on va dire, rapidement, parce qu'on pourrait le définir, mais notre société néolibérale ou ce modèle néolibéral qui est aujourd'hui imposé un peu partout en Europe, notamment, pas qu'en Europe, mais ici notamment, finalement, a accéléré ce processus, Gaël Breustier, ou pas, selon vous? Cette marchandisation permanente, même des politiques, avec l'Union européenne en tête de gondole et la Commission européenne, est-ce que ça aussi, ça a contribué à affaiblir ce que vous dénoncez ou pas? La dépolitisation... La machine européenne, qui a un certain nombre de qualités, mais qui a quand même quelques gros défauts, c'est quand même la dépolitisation de tout. Par exemple, vous dépolitisez le marché, puisqu'en fait, le marché au niveau européen, c'est la politique de la concurrence. La politique de la concurrence a consisté à éliminer quantité de règles de manière à ce qu'il y ait une concurrence plus importante entre les pays européens. Donc le pouvoir du politique, surtout sur un État centralisé jacobin, qui est dans une société très, très politisée, très politique à l'origine, ça faisait beaucoup de dégâts. Alors c'est vrai qu'ils allaient chercher beaucoup de modèles à l'étranger, mais les modèles sont rarement des modèles parce qu'ils ne sont pas justement applicables à d'autres sociétés. Et ça a été le gros défaut toujours des socialistes français notamment, d'aller chercher, on va faire comme l'Italie, on va faire comme Obama, on va faire comme machin. Alors ils s'amourachent, ils ont toujours une figure dont ils s'amourachent, là c'est Alexia Ocasio-Cortez, il faut toujours qu'ils s'amourachent de quelqu'un qui est à des milliers de kilomètres ou qui est de l'autre côté des Alpes, mais ils ont toujours du mal à regarder leur histoire, à comprendre leurs différences avec les autres et les différences des Français avec les autres. Il y a des différences, Todd dirait anthropologiques, etc. Mais le néolibéralisme a été un moment... en Europe, il a été assez soft, c'est-à-dire que... Pas soft, non. Il a détruit notre appareil industriel. Bon. Mais c'est vrai qu'il a été appliqué différemment selon les pays. Et que nous, on a une dépense publique, on était censé faire baisser la dépense publique, qui a baissé, et on a un système de prestations sociales qui est quand même encore dans un système dit néolibéral, assez avantageux et que tout le monde nous envie. Mais contre ça, on a surtout les effets, c'est dépolitisation, désindustrialisation, dédémocratisation, je dirais, parce que tout le monde veut qu'on participe aux élections européennes, mais c'est très compliqué d'entrer dans le débat européen, sauf à dire l'Europe c'est bien, l'Europe elle vous apporte ci, elle vous apporte ça, mais il y a il y a eu un angle mort au moment de Maastricht, et on voulait faire entrer... c'est-à-dire que c'est un peu comme la saignée au XVIIe siècle. À chaque fois qu'ils font une saignée dans le budget français, en fait, on dépense immédiatement 3 fois plus. Vous voyez, avec les taxis sur la sécurité sociale, c'est complètement aberrant de coller quelqu'un qui peut avoir une maladie infectieuse, par exemple, et quelqu'un qui est en aplasie. Alors, s'il faut aménager, c'est impossible à faire. Et on emmerde la terre entière sur un truc, parce qu'on se dit on va diviser par 3 les frais de transport des malades. Déjà qu'ils n'ont plus d'hôpital à proximité, maintenant on va les coller à 3 dans des conditions épouvantables, y compris pour le taxi. C'est pas facile, hein, ça, il faut accompagner des gens. Mais vous voyez, toutes ces mesures sont prises, on a l'impression, sur un coin de table, des idées aberrantes qui sont une espèce de palliatif
au déficit du politique. Moins le politique peut faire de choses, plus il invente des mesures vexatoires, de régression, etc., qui lui coûtent encore plus cher. Oui. Et alors, je voudrais quand même qu'on parle de cette révolution spirituelle à mener, où il faudrait à un moment donné pour essayer de redorer tout ça et de peut-être donner un peu plus de matière, de réflexion et d'intellect à tout ça. Comment elle peut se passer, cette révolution spirituelle, Gaël Brustier, concrètement, dont vous parlez dans votre livre? Oh, il y a plein de choses, j'ai pas la prétention. Alors là, je suis pas. Non, j'avais dit oui, révolution, d'accord, mais spirituelle d'abord. Parce qu'effectivement, il me semble, alors je plaide pas du tout pour que tout le monde retourne à la messe, ça c'est mon choix, je le vis très bien, mais on peut faire une révolution spirituelle en étant agnostique. C'est la spiritualité, la profondeur par rapport au sens de la vie, et croire qu'il y a une transcendance aussi, c'est retrouver quelque chose qui s'éloigne de Twitter, de TikTok, et des discours catastrophiques du quotidien, ou des promesses débiles, voilà. Même dans les JO de 2024, vous n'avez absolument pas de spiritualité. Hein, c'est une suite de slogans épouvantables qui surtout est une machine à cash pour quelques-uns, on a l'impression. Mais bon. Ah oui, donc, oui. C'est d'ailleurs les infos qu'on a, c'est un peu les JO de la honte en ce moment, on s'en rend bien compte, notamment. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant finalement, parce que vous avez quand même des phrases qui sont extrêmement fortes. Moi, j'aime beaucoup, parce que quand même, vous avez le sens de la formule, Gaël Brustier, et c'est très intéressant ce livre-là. Vous dites notamment, il ne reste qu'à nos contemporains que la contemplation béate ou catastrophée. Ça aussi, c'est terrible finalement. C'est terrible parce que ces gens sont paralysés littéralement alors que les enjeux du monde sont compliqués. Et vous dites aussi qu'il y a une absence de hiérarchisation des enjeux. En fait, ça, c'est quand même un petit problème pour ce qu'on appelle nos élites, entre guillemets, de ne pas hiérarchiser les enjeux qui s'offrent à nous et qui peuvent nous causer du tort, voire des périls concrètement, collectivement. En venant chez vous, je suis passé par le périphérique, qui est un de mes grands sujets. Mais vous avez des bidonvilles au bord du périphérique, des gens qui meurent, des gens qui sont maigres, qui sont sous l'emprise de stupéfiants, etc. Et ce sujet-là n'apparaît jamais. Mais par contre, les mêmes qui disent ça vous disent, moi, pour mes descendants dans 150 ans, j'ai envie de sauver la planète. Bon, sauf déjà le type qui est au coin de ta rue. Vous avez aussi deux catégories. On a un débat sur l'immigration qui me semble tout à fait déplorable. Vous avez deux catégories de gens. Une catégorie de gens qu'on connaît très bien, qui a plutôt l'intention de laisser mourir et n'intéresse pas à ce que des types meurent au milieu de la Méditerranée. Mais vous avez les autres qui arrivent la bouche en cœur, qui vous expliquent qu'il faut vraiment leur organiser le passage et les accueillir, mais qui se foutent éperdument des conditions matérielles de réception de ces pauvres gens et du fait qu'ils basculent dans le malheur, dans le suicide, dans la dépression, dans la mort physique parce qu'ils sont au froid, etc. Donc, qui meurt dans la rue, ils s'en fichent aussi. Donc, il y a une espèce de grande... je qualifierais ça de cucuterie exterminatrice, quoi. Il n'y a aucune espèce de sens... Dans la révolution spirituelle, il faut prendre en compte ce que c'est qu'un humain, l'homme, et qu'on a quelques devoirs à son égard. Avec que lui, il n'a pas tous les droits non plus. On accueille bien qui on veut. Mais cette façon, en fait, de ne plus hiérarchiser les enjeux, c'est... D'abord, il y a une intimidation qui consiste à dire mais tu me parles de tel sujet, c'est pour pas me parler de tel autre. Donc ils choisissent leur sujet et vous avez un globi-boulga politique qui devient assez un brouet assez indigne en fait. Du mal à comprendre comment on ne vend pas, par exemple, les appartements du village olympique, mais qu'en bas des immeubles du village olympique, vous avez des gens qui sont à la rue, ils sont en train de crever. Donc le discours de tous ces beaux messieurs et ces dames n'a aucune cohérence. C'est un discours de prurite, de sentimentalo-cynique. Je ne sais plus qui parlait de cynisme compassionnel. C'est une des idéologies dominantes aujourd'hui. Et vous parlez aussi de la guerre culturelle qui aurait été perdue par les conservateurs. C'est intéressant aussi, ça, cette guerre culturelle. Alors, ça, c'est Dreher qui est
le concept de guerre culturelle, j'avais utilisé, mais c'est un concept quand même très marqué par l'Amérique. Dreher a foutu le camp des États-Unis, pardonnez-moi pour l'expression, mais il est en Hongrie, parce que il constatait que les transgenres, les drag queens, etc., il a ses petites obsessions, hein, elle avait emporté, que c'était foutu, etc., etc. Donc lui, il faisait un pari bénédictin, qui était le pari de repli sur des communautés irradiant le monde, mais assez relativement fermées, faisant sécession. C'est le vieux thème de la droite un peu ultra depuis quelques années, ou faire du communautarisme pour regagner du pouvoir et attendre des jours meilleurs. Mais la guerre culturelle, je ne suis pas sûr qu'elle ait été perdue aux États-Unis. Trump est très fort. Lui, Dreher le pense, d'autres Caldwell le pensent relativement. Mais je serais beaucoup plus prudent là-dessus. Je pense qu'ils sont... je pense qu'il y a une fracture entre deux pôles de la société, un qui agresse l'autre en permanence, et l'autre qui a simplement envie de vivre tranquille. C'est une vraie question et ça mériterait une émission entière. Dernière question, Gaël Brustier, merci beaucoup d'être là. Est-ce que nous marchons vers les ténèbres finalement? Est-ce que vous avez finalement un peu d'espoir ou pas? C'est ce que j'aimerais savoir par rapport à ce qu'on marche vraiment vers les ténèbres. Est-ce que finalement, et vous dites, je finis, alors deux questions en une, et vous dites celui qui changera la France mourra pauvre. Alors est-ce qu'on marche vers les ténèbres ou est-ce qu'on aura finalement celui qui changera la France et qui mourra pauvre ou pas? Marchons-nous vers les thèmes? Moi, je dirais non, l'histoire est tragique, donc elle est une espèce d'éternel recommencement avec des phases épouvantablement tragiques. Mais appréhender l'histoire, appréhender ce qui est en train de se passer sous nos yeux, c'est prendre du recul et de la profondeur sur le plan historique, d'analyser les autres sociétés. On ne parle jamais trop aux autres sociétés civiles, par exemple. Mais les ténèbres, non. Les ténèbres, c'est laissez-nous profiter de la fin du monde, c'est la fin du monde, c'est la fin du monde. Bon, tout ça est surtout une espèce de béquille intellectuelle et morale qui concerne une petite élite, on va dire, mais qui est assez dangereuse parce qu'elle instille dans le débat public des idées qui effacent d'autres thèmes. Donc les ténèbres, non. Dire qu'on va vers des jours heureux, ça, j'en serais pas si sûr non plus. Mais... Et celui qui pourrait sauver la France sera forcément pauvre? On peut y croire? On peut avoir quelques espoirs à ce sujet? J'en suis pas sûr, parce que la réussite sociale se mesure au capital économique quand même d'abord, encore. D'ailleurs, il y a plein de comédies qui sortent sur le sujet, des choses comme ça. Donc je suis pas persuadé qu'on ait une élite désintéressée du jour au lendemain. Moi, j'en connais pas beaucoup. Ils ont des préoccupations matérielles, d'ailleurs, tout à fait estimables, enfin, tout à fait légitimes. Mais la frénésie qui s'est emparée de la politique, qui ne vise plus à avoir le confort, mais à chercher le luxe, ça, c'est tout à fait dommageable. Et c'est un style, une petite touche de vulgarité, on va dire, dans le débat public. En tout cas, merci beaucoup, Gaël Brustier, pour ce grand entretien. Merci, c'est passionnant, vraiment. Je vous invite, chers téléspectateurs, à le lire. Les Analphabètes du pouvoir aux très bonnes éditions du Cercle. J'insiste parce que font partie des très bonnes éditions françaises. Et jetez-vous sur ce livre. Merci beaucoup, Gaël Brustier. Merci, on vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end et bon retour chez vous. Merci beaucoup. Merci. Et nous arrivons à la fin de notre matinale. Ça y est, il est 9h40. J'ai un peu dépassé. Je m'excuse auprès de la régie et ce cher Malo, bien sûr. J'ai un peu dépassé. En tout cas, ça a été un plaisir ce matin de continuer à vous informer librement, à vous donner la possibilité d'entendre des voix que vous n'entendez pas ailleurs. En tout cas, continuez à soutenir Toxin. Vous le savez, faites des dons. Likez, cliquez, partagez nos vidéos, c'est extrêmement important, on en a vraiment besoin. Et vous le savez, de lundi matin, chers amis, vous retrouvez l'incontournable, inestimable Clémence Oudiakova, 7h30, 9h30 du lundi au jeudi, et vous me retrouvez jeudi prochain pour l'édito et vendredi prochain pour la matinale. Allez, on vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. Lisez, réfléchissez et gueulez français. Salut, bye bye, vive la démocratie. Salut, ciao, bon week-end.